Bonjour et bienvenue dans Symbiose, le podcast avec un S qui parle de coopération. Aujourd'hui, je vous propose de plonger directement dans l'épisode. Bonne écoute! Pour nous aujourd'hui, ça veut dire que le couple reste notre priorité avant l'association, avant les projets. Et donc, on est aussi très alignés là-dessus. Et on ne veut pas du tout que des projets comme ça viennent empiéter sur notre couple de base, puisque pour nous, ça reste quand même la priorité avant tout ça. Bonjour, bienvenue dans Symbiose, le podcast avec un S. Aujourd'hui, on est à Annecy pour la première fois. Alors, certains comme moi vont à la piscine pour entretenir leur summer body. Ce n'est pas le cas des invités d'aujourd'hui. Quand ils vont nager, c'est pour sensibiliser sur les enjeux autour de l'eau. Ils ont traversé le détroit de Gibraltar, ils ont descendu la Seine à la nage depuis Paris jusqu'à son embouchure. Ils ont tenté une traversée de l'Atlantique et fait le tour de la Guadeloupe à la nage. Bref, on n'a pas grand-chose en commun, à part peut-être notre passion pour les enjeux justement marins et fluviaux. Mais du coup, ouais, on n'a pas forcément grand-chose en commun sur la partie sportive. En revanche, comme Chloé, j'ai une passion pour le chocolat, donc on devrait se retrouver là-dessus. Je suis ravie de les avoir à mon micro. C'est Chloé et Mathieu. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Salut. Alors, je vais vous demander de vous présenter du coup pour les gens qui ne vous connaissent pas. Moi, je m'appelle Chloé Léger. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. Je suis une amoureuse de l'eau. J'ai eu la chance d'avoir deux grands-pères qui m'ont transmis vraiment cet amour pour l'eau. Et donc, je nage depuis que je suis toute petite et j'adore ça. J'ai jamais fait vraiment de la compétition à haut niveau, mais j'aime beaucoup ça et j'ai quand même fait beaucoup d'années en club. Et aujourd'hui, je suis donc l'une des cofondatrices de l'association Swim for Change, qui est notre association avec laquelle on organise toutes ces aventures. Et on utilise en fait l'aventure comme plateforme pour parler des enjeux autour de l'océan, autour de l'eau et sensibiliser le plus grand nombre. Super, merci. On va en reparler, je pense, pas mal. Mais avant d'en reparler, je vais passer la parole à Mathieu. Et moi, donc, c'est Mathieu, j'ai 32 ans, je suis plutôt un grand rêveur qui m'a amené à suivre des idées parfois un peu folles, souvent de plus en plus folles. Et je vais là où me mène un peu mon cœur et Chloé. Et puis, voilà, dans la vie, j'aime beaucoup le jeu. Donc j'essaie de mettre du jeu dans mon quotidien. J'ai créé des jeux pour embarquer des entreprises sur la sensibilisation écologique. C'est pour moi une bonne façon d'apprendre et une bonne façon de faire société. Ok, alors je n'avais pas du tout cette approche jeu dans les infos que j'avais commencé à chercher sur vous avant de vous rencontrer, donc ça aussi j'aimerais bien qu'on en reparle à l'occasion. Il y a quelque chose que j'ai pas dit dans l'intro et que vous avez pas dit non plus dans vos présentations, mais au-delà d'être du coup un binôme d'aventuriers qui font plein de trucs trop cool pour jouer sur la protection de l'environnement, la sensibilisation autour de l'environnement, vous êtes aussi un couple. La question que je pose traditionnellement dans Symbiose, c'est comment est-ce que votre partenariat, comment votre binôme a commencé? Donc, je ne sais pas lequel de vous deux veut répondre en premier à cette question. Alors, il y a un peu deux partenariats qui ont commencé, parce qu'il y a ce premier partenariat où on s'est rencontrés pour la première fois et c'est là où on a commencé à avoir une relation amoureuse. Ça, c'était en 2016. Exactement. Donc, ça fait 10 ans. Exactement. Fait 10 ans. C'était un mois avant de partir faire, pour ma part, un tour du monde en vélo. Ok. Et on s'est rencontrés comme ça à Salanches. On a fait un dîner ensemble et là, il y a eu un petit déclic. Et on s'est dit, oh là là, enfin moi je me suis dit, mais qu'est-ce que je m'entends bien avec cette femme, elle est exceptionnelle. Et en même temps, je pars pour un an faire un voyage, donc c'est pas le moment de s'attacher. Sauf qu'au bout d'une semaine sur le vélo, je commence à penser tout le temps à Chloé, et puis je lui écris des poèmes. Et en fait, on a eu une relation épistolaire pendant 6 mois. Après, tu m'as rejoint 2 semaines au Rwanda. Et de là, on s'est dit, c'est vraiment trop bien cette connexion. Et du coup, elle s'est vraiment construite cette relation de façon épistolaire à l'ancienne, quoi, en s'écrivant des poèmes, des écrits. On s'écrivait des lettres, mais pas comme à l'ancienne, parce que malheureusement, il n'avait pas d'adresse fixe, comme il était en voyage. Donc, on avait un Google Drive et on se mettait les lettres sur le Google Drive. Et comme ça, quand il retrouvait une connexion Internet, il pouvait lire les lettres et m'envoyer les siennes. Donc, génial. on a encore ce Google Drive qu'on partage. On a encore toutes les lettres qu'on s'était écrites cette première année. Trop cool. C'est une chance de fou d'avoir cette historique. Je trouve ça génial et je trouve ça très beau aussi, le côté épistolaire. Ça résonne avec certaines personnes présentes dans la pièce qui m'ont regardé au moment où vous avez répondu à la question. Et le deuxième partenariat, plutôt professionnel, Ouais. on va dire qu'il a commencé en 2019, après la traversée du détroit de Gibraltar à la nage, où on s'est dit, mais en fait, on adore nager
et on a vraiment envie de parler des enjeux de l'océan dans lequel on a la chance de nager. Et là, on a créé l'association Swim for Change avec l'idée, les soirées, le week-end, de passer du temps pour créer des défis qui vont faire en sorte que d'autres personnes vont changer leur comportement pour mieux préserver notre environnement. Et ça a été très progressif parce que c'était d'abord un hobby jusqu'à ce que ça devienne notre projet à temps plein il y a 1 an et demi. Ok. C'est intéressant parce que j'aurais pas soupçonné. Je vais faire du vieillisme. Je suis plutôt vieille et du coup je me suis dit bon, ils ont presque 30 ans, ils doivent se connaître depuis 4-5 ans et donc j'aurais pas soupçonné que votre couple était aussi ancien et que le couple était venu avant les aventures sportives. Je l'aurais presque vu à l'inverse et je trouve ça du coup assez fou. Parce que quand on est jeune, on change quand même beaucoup, on évolue beaucoup. Je trouve ça fou que vous ayez, que vous soyez construits ensemble en fait et que vous ayez construit tout ça ensemble. C'est vachement chouette. Complètement. Et pour nous aujourd'hui, ça veut dire que le couple reste notre priorité avant l'association, avant les projets. Et donc on est aussi très alignés là-dessus et on veut pas du tout que des projets comme ça viennent empiéter sur notre couple de base parce que pour nous, ça reste quand même la priorité avant tout ça. Ouais, c'est un sacré challenge aussi, j'imagine, mais ça doit être hyper intéressant. Il y a une question que j'ai pas mis dans la liste, mais que j'aime bien poser. Comme Mathieu, t'as parlé de ta première impression de Chloé. Je voulais savoir, Chloé, est-ce que tu te souviens de ta première impression de Mathieu ? Je m'en souviens très très bien. Moi, j'ai eu un coup de foudre en fait. Okay. Vraiment, la première fois que je l'ai vu, on était à l'université ensemble. On a tous les deux fait nos études en Angleterre, dans une grande université de sport. Et je me souviens très bien de cette première journée où je l'ai vu. Et on me l'a présenté parce qu'on était tous les deux français à l'étranger. Donc les gens aiment bien dire « Ah bah tiens, il est aussi français, vous allez potentiellement parler français ensemble. » Et quand je l'ai vu, en fait, j'étais incapable de parler. Vraiment, tout mon corps, j'avais l'impression que j'étais allongée par terre, mais en fait, j'étais physiquement debout, mais j'avais vraiment l'impression que mon corps avait complètement fondu sous moi. Et je le regardais comme ça, et j'étais vraiment coup de foudre, impossible de lui parler. Et j'ai appelé ma meilleure amie ce soir-là, et je lui ai dit, je pense que j'ai rencontré mon futur mari. Oh. Vraiment visionnaire. Hein. Et elle a ressorti cette phrase il y a 3 ans à notre mariage, en me disant, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le savent aujourd'hui, mais voilà, Chloé m'avait appelé ce soir-là pour me dire qu'elle avait rencontré son futur mari, et on est actuellement au mariage. J'ai la chair de poule en vrai. Bah ouais, parce que pour l'anecdote, moi j'étais pas du tout au courant, bien évidemment. Et une semaine après l'avoir rencontrée, je me dis tiens, elle est charmante, je vais l'inviter à prendre un petit café. Et je l'invite et je n'ai jamais eu de réponse. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, à ce moment-là, j'étais jeune, hein, j'avais 18-19 ans. Et je me suis vraiment dit, je suis pas prête pour être encore avec cet homme. Je pense qu'il faut que je fasse faut que je grandisse un petit peu. Et donc, c'est que Incroyable. 1 an et demi plus tard, ou quand il m'a réinvité, cette fois-ci à Sallanches, où je lui ai dit, ok, là maintenant, je suis prête, on peut se voir. Waouh. J'avais vraiment, j'ai passé un peu une période assez compliquée dans ma vie et j'avais besoin d'être seule, j'avais besoin de me construire solo et j'étais pas prête. Je savais en fait au fond de moi que ça allait être une relation très très longue et vraiment dans la durée, donc j'étais pas prête pour qu'elle commence tout de suite. C'est assez frappant de maturité. Ouais, c'est dingue quand même. Obviously, c'était la bonne décision, mais c'est vrai que c'est une histoire que j'ai très peu entendue. Genre, j'ai eu un coup de foudre, ça va être mon futur mari, mais par contre, j'attends un peu. Mais c'est trop chouette. Enfin, encore une fois, c'est impressionnant. Et du coup, il y a quelque chose que j'aime bien faire aussi, c'est donner les impressions que j'ai en étant avec vous dans la pièce, que les gens qui écoutent le podcast ne peuvent pas avoir. Chloé, on a l'impression que t'es vraiment quelqu'un d'hyper posé, hyper ancré. Et du coup, tu vois, c'est cohérent avec l'histoire que tu viens de raconter aussi. Et Mathieu, comme tu as parlé de jeu tout à l'heure et un des premiers trucs que tu as fait quand on est rentré dans la pièce, c'est commencer à interagir avec l'invité du jour d'une manière assez joueuse aussi. Et du coup, je pense que tu es aussi quelqu'un qui est pas mal dans la connexion, dans le lien et dans le jeu. Et ça se sent beaucoup. Donc voilà, c'est pour les gens qui sont pas avec nous, pour leur donner une petite première impression. Avant de continuer, je voulais vous faire la recommandation musicale d'aujourd'hui. La chanson que j'ai envie d'associer à cet épisode, c'est une chanson faite par un autre couple, Wax et Pénélope Bagier, sa femme, qui est aussi dessinatrice. Ensemble, ils ont enregistré la chanson Just Can't Get Enough, qui est une reprise bien sûr, mais qui est tellement mignonne et douce et je ne sais pas, qui a une vibration acoustique qui me fait penser au moment qu'on a passé ensemble avec Chloé et Mathieu et qui représente bien le genre de projet qu'on peut faire en couple, qui se passe bien. C'est donc ma recommandation musicale du jour. Est-ce que
vous arrivez à dire aujourd'hui comment vous fonctionnez? Alors, vous vivez ensemble, donc du coup, vous parlez quasi quotidiennement. Est-ce qu'il y a une répartition des tâches dans la manière d'approcher votre côté plutôt professionnel? Est-ce que vous êtes du coup plutôt en fusion sur à peu près tous les sujets? Comment ça se passe? Je connais aussi des gens qui fonctionnent de manière assez ritualisée en disant même si on est un couple, même si machin, on a des moments où on se parle, etc. C'est quoi votre cadre de fonctionnement à vous? On a mis beaucoup de temps avant de trouver ce cadre. Ok. Ça a été assez important parce que on est tous les deux des personnes très exigeantes dans notre travail et dans notre vie exigeante envers nous-mêmes, exigeant aussi envers l'autre. Et on a aussi fondamentalement des façons très différentes de travailler. Donc on a commencé par travailler ensemble quand on était vraiment dédiés sur le projet et puis très vite on s'est rendu compte que ça a créé des tensions. Et on a eu une grosse phase d'exploration. Souvent, quand on est bloqué quelque part, on aime bien aller voir ce qui se fait ailleurs. Donc, on a interviewé une dizaine de couples qui travaillent ensemble. Ok. En se disant comment eux, ils travaillent. C'est quoi leurs tips, en fait? Ok, y en a qui ont un calendrier partagé avec des zones grises, des zones noires, des zones blanches où t'as pas le droit de parler de boulot. Il y en a d'autres qui trouvent un équilibre juste en définissant une personne qui est à la source du projet et l'autre qui vient comme un ruisseau nourrir la source en fait. Donc c'est ok de dire qu'il y a une personne qui est à l'origine et l'autre qui est plutôt en soutien. Enfin, on a pris plein de conseils techniques, mais aucun nous a vraiment aidés. À part le fait parce que... J'allais te demander, alors c'était quoi le meilleur conseil que vous avez reçu? Ouais, justement, en fait, c'est une autre amie qui nous a dit tiens, moi j'ai fait une thérapie de couple et ça m'a beaucoup aidé. Donc c'était un moment où nous, c'était il y a 2 ans, c'était vraiment assez dur de travailler ensemble et on s'est dit c'est tellement engageant comme projet quand même, traverser l'Atlantique, créer un kit pédagogique, peut-être qu'on en reviendra dessus, mais c'était quand même très très intense comme travail parce que tu travailles ensemble, mais tu t'entraînes ensemble, tu vis ensemble, tu vis la pression du projet ensemble et puis c'est un des rêves de ta vie quand même, donc tu as aussi cette exigence-là et quand t'es pas forcément très aligné, c'était compliqué et la thérapie nous a amené en fait une couche plus profonde que les tips. Si tu veux, si on prend une forêt, les tips c'est les feuilles. En fait, les racines vraiment des tensions, elles sont des choses sur lesquelles l'autre va appuyer, qui n'est pas du tout conscient, qui est souvent inconscient, mais sans le faire exprès, il appuie sur un truc qui, toi, est un blocage quand t'es jeune. Et donc, on a fait quelques séances, pas beaucoup, 5 ou 6 séances, avec un mec exceptionnel. Et il nous a beaucoup fait réfléchir. Et ça a été le déclencheur pour aller chercher un peu plus de profondeur. Ensuite, on a fait une formation sur la communication non violente, mais dans le couple. Et ensuite, petit à petit, ça s'est délié. Et donc, je pense que ce travail de profondeur a été très bénéfique, pas juste pour travailler ensemble fondamentalement, mais juste il nous a fait gagner peut-être 5-10 ans de maturité dans le couple et de compréhension. Et pour aller plus concrètement, Chloé va être quelqu'un de très organisé, très rationnel, très forte dans la gestion de projet, dans l'anticipation, etc. Et moi, c'est tout l'inverse, mais une grande capacité de créativité, de réagir au dernier moment, etc. Et c'est ça qui est source de tension, parce que quand Chloé, elle se dit qu'est-ce qu'on fait dans 3 mois, moi, j'ai incapacité complète à me projeter. Et du coup, comprendre ça chez l'autre, pour moi, ça a été compliqué, mais ce qui m'a débloqué, personnellement, c'est au moment où j'ai compris le besoin de Chloé. Et qu'on s'est retrouvés dans le même besoin. C'est-à-dire que le besoin d'organiser pour Chloé, c'est un besoin de liberté, de dire dans 3 mois, je sais que j'ai pris mon train, j'ai pas besoin de m'en occuper. Et moi, ce besoin de liberté, il se symbolise de façon opposée, en disant si je le prends dans 3 mois, j'ai l'impression d'être bloqué à cette date, à ce moment-là, alors que j'aime bien le prendre au dernier moment. Et juste, ça m'a permis de beaucoup mieux accueillir la façon de travailler de Chloé et dire je vais pas la changer et j'attends pas à ce qu'elle soit changée. Par contre, je la respecte et si elle prend son train 3 mois avant et qu'on veut prendre le même train, c'est pas grave, moi je peux quand même le prendre une semaine derrière. En fait, ça permet d'accepter certaines choses. Et en fait, dans tout ce process, ce qu'on a réalisé, c'est que les couples qu'on avait interviewés au tout début, ils avaient chacun leur manière de travailler, chacun leurs tips, chacun leur manière de faire en couple entrepreneur. Et ce qu'on a réalisé, c'est que nous, après tout ce travail-là, cette thérapie de couple, ce travail sur la communication non violente en couple, on a réalisé qu'il fallait nous-mêmes, en fait, créer notre propre recette. Qu'en fait, chaque binôme est différent et il faut en fait chacun faire sa propre recette en fonction de la manière dont on fonctionne, la manière dont on a envie aussi de vivre notre quotidien. Et donc, après tout ce travail-là, on a mis en place nos propres modes de fonctionnement et c'était chouette de se dire en fait nous, il faut pas avoir des plages horaires par exemple où on a envie de travailler ou des plages horaires où on n'a pas envie de travailler parce que nous malheureusement c'est un projet qui c'est un peu 7 jours sur 7 et donc on s'est dit avec Mathieu nous notre manière de faire un peu cette limite entre travail perso, c'est de se le dire. C'est parfois Mathieu il va dire ok, est-ce que c'est ok que je te parle de travail, là j'ai envie de te parler de travail et j'ai le droit de dire non en fait là j'ai pas la tête à ça.
et donc on en reparlera plus tard. Ou des fois je dis oui et c'est ok, c'est un dimanche midi, mais je suis ok de l'accueillir et on en parle quand même. Et donc en fait on a trouvé nos propres moyens, nos propres tips en fait de couple pour mettre ça en place, et c'est sûr qu'après ça nous a beaucoup aidé à mieux travailler ensemble pour préparer ce projet. Je trouve assez impressionnant, je trouve ça dingue la manière dont vous avez construit les choses, et encore une fois, j'aime pas trop au final utiliser ce mot maturité, je l'ai utilisé tout à l'heure parce que t'avais 18 ans quand tu nous as raconté l'anecdote. Utiliser le mot maturité à 28 ans, 29 ans, c'est un peu condescendant je trouve, donc, mais en tout cas il y a une force, c'est peut-être ça le mot que je choisirais, il y a une vraie force dans votre vision et votre manière de construire le couple, comme tu as dit tout à l'heure, c'est la priorité et c'est ça qu'on veut faire. S'engager dans une thérapie de couple, alors que ça va, je force un peu le trait, mais alors que vous n'êtes pas au bord d'un divorce, ou etc. Moi, aujourd'hui, j'ai 40 ans, tous les gens que je connais autour de moi qui s'engagent dans des thérapies de couple, c'est plutôt justement pour, en dernier recours, essayer de sauver le truc. Et je sais pas si vous conseilleriez, du coup, avec ce que vous venez de dire, aux gens de faire des thérapies de couple plutôt quand ça va, ou en tout cas quand il n'y a pas des gros sujets. Ah mais à 1000%. Okay. 1000%. C'est à ce moment-là qu'il faut le faire en fait. C'est pas du tout attendre le moment catastrophe. Faut au contraire le faire à ce moment-là. Et c'est un luxe incroyable de le faire dans un moment où ça va bien. Et on a, en couple, en binôme, on a toujours des choses à travailler. Ça c'est sûr. Nous on est rentrés en thérapie en se disant ça va, on a 2-3 trucs à travailler, mais ça va être simple. Et en fait... C'est juste pour mieux bosser. C'est juste pour mieux bosser. Et le thérapeute va dire ah non, en fait il y a quand même pas mal de choses. Ok, je note du coup ce conseil. C'est vraiment pour moi comme un médecin en fait. C'est-à-dire si tu vas le voir que quand ça va pas, souvent c'est un peu trop tard. Alors que justement de faire un peu de prévention et de se dire de temps en temps, tiens, il y a un petit peu de tension. Je pense qu'on a beaucoup peur du jugement, de dire si on y va, c'est forcément que ça va pas bien. C'est vrai. Et c'est bien qu'en de fait, le dire, il faut vraiment se délaisser de ce jugement-là en se disant non, j'y vais par curiosité et par envie de nourrir la relation avec l'autre. Et ça change fondamentalement la vision, que ce soit des stages en couple, etc. De se dire en fait, moi, ce qui est le plus précieux dans ma vie, c'est ma relation avec Chloé. Plus je passe du temps, plus je la nourris, plus elle est belle, quoi. Merci pour ce partage. Vous avez parlé du coup de vos personnalités, un peu de votre mode de fonctionnement. Toi plutôt dans la créativité. Bon, je pense que vous êtes tous les deux créatifs, mais plutôt dans la, on va dire le lâcher prise peut-être. Et Chloé plutôt dans l'organisation. Je me reconnais un peu pas mal dans cette dynamique. Dans quel personnage ? Je pense que je suis beaucoup plus. Mon métier c'est chef de projet, donc je pense que ça répond à la question. On se comprend. Voilà. J'aimerais qu'on revienne un peu sur ce que vous avez dit sur le projet de traversée de l'Atlantique. Comme ça, on fait une transition aussi entre la dynamique de couple et les projets de construction. Est-ce que vous pouvez déjà, pour les gens qui ne vous connaissent pas et qui ne savent pas que vous avez fait ça, nous raconter un petit peu la genèse de ce projet et ce que vous avez envie d'en dire ? Il y a à peu près 3 ans, on est à un dîner avec des amis. Donc ça fait quelques années maintenant qu'on a l'association, qu'on fait un peu des défis à la nage. Et on est à un dîner avec des amis et eux, ils viennent juste de traverser l'Atlantique en bateau. Avec leur bateau, un bateau qui s'appelle le Plastic Odyssey. Et on discutait avec eux et je sais pas pourquoi, moi j'ose poser la question, leur dire « Et vous pensez que ce serait possible de nager dans l'Atlantique ?» Et eux qui nagent pas du tout, me disent « Oui, bien sûr, pourquoi pas ?» Et je pense un peu ce soir-là naît une petite idée de se dire « Est-ce qu'on pourrait traverser l'Atlantique à la nage ?» Et je reviens un peu à ce premier défi où on a traversé le détroit de Gibraltar, donc on a nagé d'un continent à l'autre, continent européen au continent africain. Incroyable de se dire « Est-ce qu'on pourrait refaire un peu une traversée d'un continent à l'autre, mais là un peu plus long ?» Ce serait l'Atlantique. Et c'est un peu notre dynamique dans notre couple. Moi, j'ai souvent ce rêve, cette petite idée potentielle, la petite graine qui pousse. Et Mathieu, malheureusement, je suis mariée à quelqu'un qui tout de suite va dire « Ok, on va appeler les gens, on va commencer à voir si c'est possible. J'ai calé un call la semaine prochaine avec un mec qui l'a fait à la rame. J'ai appelé un skipper. » Et en fait, je pense, en moins de 6 mois, on avait déjà appelé quelques personnes et on commençait à se dire, en fait, techniquement, c'est potentiellement possible. Et donc est née un peu l'idée de se dire, le prochain défi de l'association, ce sera de tenter la traversée de l'Atlantique à la nage. Et comme on s'est dit que c'est un projet long, où on a le temps, parce qu'on a estimé que ça nous prendrait à peu près 3 mois à nager entre le Cap-Vert et la Guadeloupe, à peu près 3500 km. On s'est dit, là, on a vraiment une force d'amener un gros projet pédagogique sur la durée. On prend rarement le temps de vraiment se dire, on prend le temps d'apprendre en fait. Et c'est finalement ce qu'il nous faut, surtout dans l'éducation en primaire, par exemple, de vraiment prendre le temps d'apprendre sur l'environnement et là surtout d'apprendre sur l'océan. Et donc on a contacté la Water Family, une association qu'on connaît très bien depuis quelques années parce qu'on est ambassadeur, qui crée des super outils pédagogiques. On leur a dit, est-ce qu'on pourrait pas imaginer un kit pédagogique qui dure 3 mois, donc qui dure le temps de l'aventure, et chaque semaine les enfants ils vont apprendre sur tous les enjeux autour de l'océan. Et ce projet a commencé à se construire. Et donc on est parti en septembre 2025
pour la traversée. C'est là aussi au même moment où les classes ont commencé à nous suivre. Trop bien. Et le postulat aussi sur la protection de l'océan, c'est que nous, c'est un sujet qui nous touche beaucoup en tant que nageurs, mais c'est aussi un sujet qui n'est quasiment très très peu abordé dans les médias. On parle 10 fois moins de l'océan que des grandes catastrophes climatiques, par exemple. C'est vrai. Déjà, on parle pas beaucoup des grandes catastrophes climatiques. On estime que c'est le grand oublié des stratégies d'entreprise. On en parle très très peu dans les programmes scolaires. Et donc nous, on se dit que si des jeunes, l'âge où on est l'empathie, on va le voir avec l'invité surprise, mais sur l'océan, si on ne leur apprend pas à aimer l'océan, c'est sûr que derrière, en France, qui est quand même le 2e plus grand territoire marin mondial, on va pas avoir envie spécialement de le protéger plus que ça. Et donc on s'est dit que si nous, on voulait être efficace dans notre sensibilisation, sachant qu'un enfant sensibilisé touche 7 adultes, c'est vraiment là où il faut mettre le curseur. Et avec une aventure comme ça, on peut embarquer et émerveiller en fait des milliers d'enfants, quoi. Et oui, et je pense que c'est ce que vous avez fait. Et vous continuez même à le faire d'ailleurs aujourd'hui, quoi. C'est exactement ce qui a été fait. On a eu la chance d'avoir plus de 100 000 enfants inscrits pour suivre le kit pédagogique. On donnera toutes les infos sur le kit pédagogique pour ceux qui souhaitent encore s'inscrire. Et chaque semaine, les enfants ont suivi dans les classes notre aventure. Donc ils avaient des petites news à bord du bateau, des petites vidéos, des petites photos. On leur envoyait des petites news et bien sûr un cours sur l'enjeu de la semaine autour de l'océan. Et ça s'est pas passé comme prévu, malheureusement. On a réussi à nager 12 jours dans l'Atlantique, donc faire le premier 15% à peu près de la nage. Et malheureusement, au bout de 12 jours, on a cassé la barre du bateau. On a cassé la barre s'est cassée elle-même. Donc on n'avait plus de direction. On était sur un catamaran qui nous accompagnait, qui avait plus de direction. Donc impossible de continuer à nager, beaucoup trop dangereux. Et on devait atteindre la terre au plus vite possible. Et donc on a fait Cap Guadeloupe avec les voiles. Et en arrivant en Guadeloupe, on s'est dit, on peut pas s'arrêter là, c'est pas possible. Ça fait trop longtemps déjà que nous, personnellement, on s'entraîne. On s'est préparé à ce défi. On a 100 000 enfants qui sont inscrits, qui nous suivent toutes les semaines. Et l'aventure, elle peut pas être finie parce qu'il y a encore un mois de kit pédagogique à suivre. Donc c'est là où on a décidé de faire le tour de la Guadeloupe à la nage, à 2 avec Mathieu, en relais. Et c'était assez génial de vivre une aventure et de rebondir comme ça. Et on est rentré il y a à peine 2 mois après ce défi. C'est tout frais. Et par rapport à justement la difficulté que tu viens d'évoquer, donc la casse de la barre, la casse du gouvernail, par rapport à tout l'enjeu dont vous parliez avant, les années de préparation, etc. Comment est-ce que votre couple vous a permis de traverser ça plus facilement ? Je dirais pas que c'est facile de traverser ça, mais en tout cas, comment le fait d'être en couple vous a aidé à traverser ça, plus que si ça avait été une aventure solo ? Alors il y a Boris Cyrulnik, qui est quand même un peu le père de la résilience, qui explique que dans la résilience, il y a plusieurs ingrédients. Un des ingrédients, c'est l'amour qu'on a reçu jeune, qui est vraiment un socle très important pour être résilient. Et un autre, c'est d'avoir un tuteur ou une tutrice de résilience. Donc ça peut être un parent, ça peut être un proche. Et je pense que le fait d'être proche de Chloé, moi, ça a été une vraie tutrice qui m'a énormément aidé à digérer ce que j'ai vécu. Parce que forcément, on s'entraîne pendant 2 ans, c'est une prépa physique extrêmement intense. Il faut dire que tout l'été, on nage 3-4 heures par jour, on fait des tests de sommeil, on a un bilan alimentaire hyper poussé, on a une intensité dans toute la préparation, la recherche de sponsors et tout, on est fatigué, on est éreinté, enfin c'est dur, c'est choisi, donc c'est aussi très beau. Mais tout ça pour arriver à un objectif, et c'est vrai que la traversée était censée durer 3-4 mois, et que 12 jours, on a l'impression de ne pas forcément s'être exprimé physiquement. Et en même temps, c'est comme ça. Mais c'est vrai que Chloé, pour moi, elle m'a beaucoup aidé à traverser ce moment. Et on a eu la chance, vu tout le travail qu'on avait fait avant, d'être extrêmement soudés dans toute l'aventure, que ce soit la préparation, que ce soit avec quand il y a eu des discords un peu avec l'équipe, quand on est arrivé en Guadeloupe avec la fatigue, on a préservé ce lien qui s'est vraiment renforcé à travers tout ce qu'on a vécu en fait. Ok. Tu veux rajouter quelque chose ? Je pense que je rejoins Mathieu sur le fait qu'en fait, on s'est mutuellement aidés parce qu'on l'a vécu très différemment, la casse du bateau, en fait, finalement, l'échec du projet. Et je pense que, en fait, on a réagi très différemment. Mathieu, lui, l'a vécu comme un soulagement parce qu'il avait vécu 12 jours où il avait le mal de mer, où c'était compliqué. Il venait juste aussi de se faire attaquer par un marlin, donc il avait aussi un peu cette peur de nager. Donc Mathieu, ce moment-là, pour lui, c'était presque, et c'est le mot que tu m'as prononcé, de se dire, c'était un soulagement, en fait, d'être ok, d'arrêter de nager. Moi, j'étais à l'opposé de ça. Je me sentais en forme, j'avais pas le mal de mer, donc j'avais la chance d'avoir faim, de manger, d'être en forme et de me sentir bien et de ne pas avoir peur d'être dans l'eau avec tous ces animaux marins. Et donc je l'ai vécu vraiment comme si on m'enlevait quelque chose, mais je me sentais encore, j'avais encore l'énergie de continuer. Et donc moi, en fait, dans ce moment-là, je me suis dit, ok, je vois Mathieu, je vois qu'en fait, finalement, lui,
c'est vrai que finalement, le plus important, c'est qu'on soit tous les deux là, qu'on soit en vie, que tout l'équipage est là, que tout le monde est en bonne santé, qu'on va réussir à arriver de l'autre côté sain et sauf. Et c'est ça le plus important. Et donc finalement, c'est lui qui m'a fait réaliser ça, où je me suis dit, en fait, voilà, je recale mes priorités. C'est ça la priorité. La priorité, c'est aussi avant tout la mission dans les écoles. Et en fait, il m'a aidé à un peu recaler ces priorités-là dans le moment. Et donc, j'ai pu mieux accepter cet échec. Ok. J'aime bien parce que vous avez donné du coup 2 prismes différents, je pense, qui correspondent aussi à vos personnalités respectives et ça donne une vraie image de ce que vous avez pu vivre à la fois en couple et individuellement dans cette situation. Donc merci pour cette présentation détaillée de cette histoire. L'interview d'aujourd'hui n'est pas finie, mais l'épisode oui. Si vous avez l'habitude d'écouter Symbiose et que vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, vous savez que dès demain, vous aurez la suite dans votre application de podcast. Et sinon, eh bien maintenant vous le savez. Symbiose est un podcast autoproduit et gratuit. Je ne mets pas de publicité, pas de lien sponsorisé et je ne prévois pas de le faire. Si le projet vous plaît et que vous voulez le soutenir, vous pouvez déjà vous abonner. Vous pouvez aussi laisser un commentaire. Chaque retour compte vraiment. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi le partager autour de vous ou même le mécéner à travers les liens qui sont en description. Merci à Stella Jang pour la musique, à Héloïse Dorisroux pour le logo et à Elodie Bonnat pour le montage. Et merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici. À très vite. Et comme j'ai gagné, je peux passer la main à Mathieu. Alors traditionnellement, c'est celui qui gagne qui commence. Ça se passe pas comme ça. J'aurais dû perdre. Ah oui. On est amoureux.